Le ministère de la Défense, en partenariat avec la Cameroon Radio and Television, présente Honneur et Fidélité. The magazine of sensitization, information and education on activities of the Defense Forces. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Honneur et Fidélité, le magazine qui sensibilise et informe sur les activités des forces de défense camerounaises. Au sommaire, la stratégie régionale de sensibilisation du bassin du lac Tchad expliquée au ministère de la Défense. Une délégation de la CBLT conduite par l'ambassadeur Maman Nuhu, reçue le 29 octobre dernier par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Betty Assomo-Joseph, a présenté dans un document la stratégie de l'organisation. Les détails de cette rencontre dans quelques instants. Et puis dans cette édition, dossier spécial sur la professionnalisation au sein des forces de défense, à l'heure où on observe un foisonnement de spécialités dans les écoles et centres d'instruction, nos reporters sont allés dans quelques administrations pour vous présenter son effectivité sur le terrain. Dans le même ordre d'idées, à suivre l'interview exclusive du directeur des ressources humaines du ministère de la Défense. Le colonel Sanjo Tedui Roger explique les politiques de recrutement, de définition des postes et de gestion des carrières dans son département ministériel. Good afternoon, Staff Sergeant Enombi Asek. Only the lonely die slowly. Real soldiers never die, but change their virtue of existence. Bon après-midi, Lieutenant Eteme. Good afternoon, people of goodwill, and welcome to Honneur et Fidélité. Honneur et Fidélité, the only reliable platform where activities of the Defense Forces are nurtured, matured, and given exposure. In today's edition, we will bring you insights of the audience the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Betty Assomo-Joseph, granted to the strong delegation from the Lake Chad Basin Commission, headed by its Executive Secretary, His Excellency Ambassador Maman Nuhu. We will also keep you abreast with what professionalism is all about and how it is being implemented in the Cameroon Defense Forces. These and lots more will constitute our package for today. Stay tuned as we unfold today's package. Honneur et Fidélité du samedi 2 novembre 2019, l'éditorial du capitaine de frégate Serge Cyril Atonfak Ngemo, chef de division de la communication. L'image que les médias dominants internationaux donnent de la guerre est celle du fracas des armes lors de bombardements plus ou moins massifs. L'image de batailles épiques avec d'énormes pertes d'un côté ou de l'autre. En plus de légitimer l'entrée en guerre d'un protagoniste ou le fait pour celui-ci de susciter une guerre par procuration, ces faits d'armes sont martelés à longueur de journée, toujours agrémentés de récits où le fantastique le dispute au fantasque et au sordide, toujours accompagnés d'analyses empiriques partisanes, dichotomiques et manichéennes. Récits et analyses mettent ainsi en exergue soit l'avance technologique, soit la puissance des armements, soit encore le savoir-faire et l'héroïsme des vainqueurs, soit, à contrario, l'amateurisme et la barbarie des moins forts.
Il s'agit ici pour l'essentiel de diaboliser l'adversaire, surtout la victime, jusque dans ses moindres faits et gestes. Il s'agit de lui imputer des incidents létaux qui, même involontaires, ne seront jamais des dommages collatéraux, mais des crimes contre l'humanité. Et même, l'on ira jusqu'à lui prêter des intentions les plus machiavéliques, à l'instar des velléités d'épuration ethnique, lorsqu'il n'est pas fait allusion au génocide. Ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'en arrière-plan de ce flot d'informations soigneusement calibrées, se profile le dessein d'impressionner l'opinion, de la désolidariser des adversaires déclarés ou potentiels, et si possible, de paralyser les moyens de défense adverses. Le spectre de notre psychisme est ainsi devenu un champ de bataille, dont la maîtrise des déterminants peut s'avérer décisive dans l'orientation du cours des événements. Tel est d'ailleurs le cas, mais tant qu'à faire, la grosse imposture médiatique n'est pas irrésistible. La meilleure des parades au délitement de notre morale reste et demeure la préparation de tous les citoyens par le biais de l'éducation, l'instruction et surtout le canal de l'information, le but étant de susciter et endurcir leurs convictions dans la justesse de la cause défendue. La hiérarchie militaire à tous les niveaux est parfaitement consciente des enjeux de cette guerre par médias interposés. Au fait, émettre les directives que commande l'évolution de la situation sur le terrain ne suffit plus, encore moins une communication épistolaire et impersonnelle. Les récentes descentes sur le terrain du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense et les contrôles opérationnels du général de corps d'armée, chef d'état-major des armées, sont à inscrire dans le registre de la communication présentielle. Car, pour véritablement mettre aujourd'hui les hommes en confiance, rien ne remplace le contact physique et l'échange verbal, seul à même de réduire la déformation des perceptions. Qui plus est, seul le contact physique et l'échange verbal sont à même d'effacer la distance passablement suspicieuse qui s'établit instinctivement entre le supérieur et son subordonné. En son temps déjà, un illustre ancien disait, et je cite de mémoire, « La meilleure façon de commander est de se placer non pas au-dessus de ces hommes, mais au milieu de ceux-ci. » Fin de citation. Les communicants du ministère de la Défense ont eux aussi pris la pleine mesure de la situation. Présents et actifs sur tous les supports disponibles, ces militaires et civils au patriotisme bien trempé ne cessent par ailleurs d'affiner leur connaissance de la guerre médiatique afin de vous apporter, chers auditeurs, la vérité et rien que la vérité sur les faits, les gestes et les intentions de l'armée camerounaise, républicaine, professionnelle et parfaitement humaine. Une armée camerounaise gardienne du territoire et des institutions, une armée camerounaise vaillante, une armée camerounaise creusée de l'unité nationale. À samedi prochain. Good afternoon, Major. It's always a pleasure accompanying you as you serve our audience with the English version of the editorials. Good afternoon, Staff Sergeant. The pleasure is all mine. The English version of this week's editorial served to you as usual by Major Ewome Medang Mata, head of the communication unit of the Communication Division in the Ministry of Defense. The image that the dominant local and international media presents concerning war is that of the crash of arms during bombings, usually more or less massive, the image of epic battles with huge losses on one side or the other. In addition to legitimizing the entry into war of a protagonist or the fact that it is to cause a proxy war, these exploits are hammered throughout the day, always embellished with stories where the fantastic quarrel is imaginative and repulsive, always accompanied by empirical, partisan, dichotomous and Manichean analysis. Stories and analysis highlight either the technological progress, the power of armament, or the know-how and heroism of the victors, or conversely the amateurism and barbarism of the weak. It is a matter of demonizing the adversary, especially the victim, down to the very least. It is a question of attributing to him fatal incidents which, even unintentional, will never be collateral damages but crimes against humanity.
And they can even go as far as to lend him the most Machiavellian intentions, like the impregnations of ethnic cleansing, when one does not refer to genocide. What we need to know is that in the background of this flow of carefully calibrated information, there is a desire to impress public opinion, to dissociate it from declared or potential adversaries, and if possible, to paralyze the defenses. The spectrum of our essence has thus become a battlefield whose mastery of the determinants can be decisive in the direction of the course of events. This is of course the case, but as long as you do, the big media charm is not irresistible. The best Paris to the disintegration of our morale is and remains the preparation of all citizens, through education above all, through the channel of information, the goal being to arouse and harden their conviction in the correctness of the forbidden course. The military hierarchy at all levels are fully aware of the stakes of this war through the media. In fact, issuing the directives that control the evolution of the situation on the ground is no longer sufficient, let alone an epistolary and objective communication. The recent raids on the ground of the minister delegate at the Presidency in charge of defense and the operational controls of the Lieutenant General Chief of Defense Staff are to be recorded in the catalogue of face-to-face communication. Because to truly put people in trust, nothing can replace physical contact and verbal exchange, the only ones capable of reducing the distortion of perceptions. Moreover, only physical contact and verbal exchange can erase the rather suspicious distance instinctively established between the superior and his subordinate. In his time already, the illustrious elder said, and I quote, "The best way to command is to place oneself not above one's kinsmen, but in the midst of them." End of quote. Communicators of the Ministry of Defense have also taken full measure of the situation, present and active on all available social media platforms. These soldiers and civilians with a strong patriotism do not stop to refine their knowledge of the media war, to bring you the truth and nothing but the truth about the facts, gestures and intentions of the Cameroonian army, which is republican, professional and benevolent. A Cameroonian army custodian of the territory and institutions. A valiant Cameroonian army, crucible of national unity. News of the week. L'actualité de la semaine. Une fois de plus, bonjour. Vous êtes sur la CRTV, Poste National, et vous écoutez Honneur et Fidélité. La Commission du bassin du lac Tchad, en mission de sensibilisation au Cameroun, une délégation conduite par son secrétaire exécutif, l'ambassadeur Maman Nourou, a été reçue le 29 octobre dernier par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Betty Assomo Joseph. Après N'Djamena au Tchad, Niamey au Niger, le diplomate nigérien par ailleurs secrétaire exécutif de la force multinationale mixte a présenté à Yaoundé le document sur la stratégie régionale de stabilisation du bassin du lac Tchad adopté le 30 août 2018 à Abuja par la conférence des ministres des États affectés par la secte islamiste Boko Haram. Écoutons davantage dans ce compte-rendu que signe l'adjudant-en-chef Gervais Betchem. Dans son mot introductif, l'ambassadeur Maman Nourou a décliné les objectifs de cette rencontre qui rentre dans le cadre de la tournée d'information sur les mesures contenues dans le document de stratégie régionale de stabilisation du bassin du lac Tchad. Elle vise par ailleurs à favoriser une interréaction stratégique plus inclusive avec les parties prenantes telles les ministères, le secteur privé, les organisations de la société civile, les communautés diplomatiques, consulaires et divers donateurs.
Pour le secrétaire exécutif, ce travail nécessite, outre la mobilisation et l'engagement de tous les acteurs concernés, une collaboration plus étroite entre les États membres. Selon lui, l'appui de la Commission de l'Union africaine et du Programme des Nations Unies pour le développement serait un atout de plus pour la réussite et la pérennisation de cette opération. Donc, la priorité serait de s'octroyer d'abord de ce document et de le mettre en œuvre. Il y a tout dans le document. Si vous le lisez, vous allez trouver que dans les 9 piliers de la stratégie, il y a tout là-dedans. Donc, à commencer par l'assistance humanitaire pour aller jusqu'au développement. Parce qu'on ne va pas résoudre le problème créé par Boko Haram sans le développement des peuples concernés. Il y a les pêcheurs qui ne peuvent pas pêcher, il y a les fermiers qui ne peuvent pas aller au champ, il y a aussi les éleveurs qui ne peuvent rien faire. Donc, c'est justement ma priorité. Le directeur technique de la CBLT est, quant à lui, revenu sur la question relative au changement climatique, la sécurité alimentaire, la gouvernance, le contrat social, avant d'exhorter toutes les parties prenantes à œuvrer davantage sur la reprise de l'activité économique, sociale et environnementale dans les zones affectées. Un exposé qui a connu des réactions positives des intervenants au rang desquels le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midi Awa Bakari. Il a ainsi souhaité l'intensification des actions civilo-militaires qui permettraient de raffermir la confiance avec les populations. Pour la région de l'extrême nord, nous avons mis l'accent sur quelques piliers parce que les populations, dans cette phase de stabilisation, sont en train de regagner leur terre et les militaires, forces de défense et de sécurité dans leur ensemble, les y accompagnent. Nous avons des écoles qui ont été réfectionnées par les forces et mises à la disposition des populations. Nous avons des écoles qui sont sécurisées. Et comme je l'ai dit, il y a parfois même les éléments de nos forces de défense qui prennent la clé pour accompagner ces enfants. En guise de réponse à ces préoccupations, le ministre Betty Assomo Joseph a rassuré le secrétaire exécutif de la CBLT de ce que la partie camerounaise, dans ses divers compartiments, jouera sa partition. La remise officielle du document de stratégie régionale de stabilisation des zones du bassin du lac Tchad au MINDEF et une photo de famille ont mis un terme à cette audience. Still in the same light, Cameroon's president and commander-in-chief of the armed forces, Paul Biya, on the 17th of May 2014, in Paris during the summit of African head of states to fine-tune strategies on how to combat the nebulous sect Boko Haram, said, "We are here to declare war on Boko Haram," while the then president of France, François Hollande, called Boko Haram a major threat to West and Central Africa and said it had links with Al-Qaeda's North African arms and other terrorist organizations. From this backdrop came the creation of the Multinational Joint Task Forces, which has been giving Boko Haram a run for their money. For continuous strengthening and fostering of the bilateral ties of the Commission, the Minister Delegate of the Presidency in charge of Defense on Tuesday, October 29, received in audience the Executive Secretary, accompanied by a strongman delegation, came to present a report on the Regional Stabilization Strategy, abbreviated RSS. Senior Warrant Officer Emmanuel Tata Wolowa was part of the audience and compiled the following for honor and fidelity. The Lake Chad Basin Governor Forum provided the basis for the launch of Regional Stabilization Strategy, abbreviated RSS. It is an innovative regional comprehensive and initiative of the Lake Chad Basin Commission adopted by member countries in August 2018 with the support of the African Union Peace and Security Council. It is in this light that the Executive Secretary of the Lake Chad Basin Commission, His Excellency Ambassador Maman Nuhu, headed a delegation who were received in audience at the conference hall in the Ministry of Defense by the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Betty Assomo Joseph. Ambassador Maman Nuhu's visit was pregnant with a lot of meaning.
A visit to the Ministry of Defense is part of the sensitization campaign of the Regional Stabilization Strategy, which has been established by the Lake Chad Basin Commission with the assistance of the African Union and the UNDP. Now, you will recall that all member countries of the Lake Chad Basin Committee that are affected by the Boko Haram crisis participated. They came together and produced this document as a way of addressing the crisis. It was validated on 30th August 2018 in Abuja by all the members of the Council of Ministers of the Lake Chad Basin Commission. Now we are at the stage of implementation. Now we realize that after validating the document, not many people are aware of it. So we have now embarked on a sensitization campaign. We started with N'Djamena, Chad, then we went to Niamey in Niger. Now we are in Yaoundé. After we will go to Nigeria. With this report presented, the Executive Secretary of the Lake Chad Basin Commission didn't go by without appreciating the effort of the first sector of the multinational joint task force of the Lake Chad Basin Commission, commanded by Cameroon-born Brigadier General Buba Dobrikeo, in the fight against the Boko Haram incursion. It has contributed immensely to the success of what is going on. As you are fully aware, we have a continuous operation going on now in the area. Boko Haram has been substantially degraded, and from this Cameroonian end, a lot of work has been done, and it is actually responsible for the success that we have achieved in the region. We are really very grateful to Sector 1 for this immense contribution. I have already thanked the Honorable Minister for the contribution of the Cameroonian troops to the success of the ongoing campaign. The Lake Chad Basin Commission has already kick-started with its activities and will be operational for 2 years in the 8 affected regions of the 4 countries, that is, Cameroon, Niger, Nigeria and Chad. Thus, the second Lake Chad Basin meeting, no doubt, will address issues on the ongoing efforts to secure and stabilize the region. Le dossier de la rédaction. News dossier. Ce n'est donc plus un secret pour personne. La vague des stages internes de l'année 2019 suit son cours dans les différentes écoles et centres d'instruction du pays. Mais il est à noter la poussée remarquable de quelques-uns à l'instar du CISA, du CFTA, du PAN-VR, du SIAP-GN, entre autres. Nées dans la mouvance des réformes de 2001, ces écoles de formation dites professionnelles ainsi que d'autres ont su implémenter la professionnalisation au sein des forces de défense tant voulue par le haut commandement. Toute chose qui contribue à faire de l'armée camerounaise une armée professionnelle avec des corps de métier. Dans les différentes administrations et services déconcentrés du ministère de la Défense, l'on peut désormais constater une floraison de musiciens, de techniciens, de personnels de santé recrutés pour servir dans leur spécialité. Premier arrêt ce samedi, l'hôpital militaire de région numéro 1 de Yaoundé. Ici, notre reporter, le sergent Guylaine Ngounou, a pu découvrir comment les médecins et infirmiers formés dans les écoles civiles et militaires sont à pied d'œuvre pour offrir des soins de qualité aux populations. Les cris stridents d'un nourrisson se tortillant de douleur en recevant une injection sur sa peau délicate et fragile, les gémissements assourdissants d'une femme en travail attendant patiemment la naissance de son bébé ou encore la longue file d'attente des personnes à la mine singulière et sombre, assises sur des bancs espérant être consultées et soulagées par un médecin, le décor est celui de l'hôpital militaire de Yaoundé. Communément appelée garnison militaire par les populations riveraines, cette structure hospitalière regroupe en son sein 33 services spécialisés. Dès l'accueil du patient jusqu'à sa sortie, une équipe de professionnels qualifiés et compétents, militaires et personnels civils sont mobilisés et se déploient pour assurer une prise en charge immédiate et un suivi irréprochable dans le respect des règles de déontologie de l'art médical. Je suis le lieutenant Kounumba Marie-Claire,
Je suis le major de la pédiatrie, hôpital militaire de Yaoundé. On accueille les malades, que ce soit les malades qui viennent des hommes en tenue, que ce soit des malades qui viennent des civils. On prend tout le monde de la même façon. On a vraiment un personnel qualifié ici, là. Les mamans peuvent vous dire comment ça se passe parce que quelqu'un ne peut pas rentrer ici vraiment et dire que ça ne va pas. En pédiatrie comme en chirurgie orthopédique, le professionnalisme des médecins, le sourire des infirmières et des infirmiers, leur écoute attentive, leur gestuelle auquel s'ajoute un savoir-faire méticuleux et rigoureux rassure les patients. Quand nous sommes arrivés ici, vraiment ça n'allait pas. L'enfant avait la toux ça ronflait dans sa gorge. Donc à partir de maintenant, là, ça va mieux grâce aux soins de la garnison. Si la mission première du militaire est d'assurer la souveraineté et l'intégrité de l'État, cette mission passerait inexorablement par la sauvegarde de la vie des hommes. Un défi permanent des hôpitaux de garnison militaire, un challenge que relèvent avec brio les hommes et les femmes du corps médical. L'hôpital militaire de la garnison de Yaoundé, en dehors de sa fonction prioritaire de soutien aux forces, concourt surtout au service public. L'ensemble des prestations qu'on y trouve sont offertes non seulement pour le personnel de l'armée et leurs familles, mais aussi pour les populations civiles sans aucune distinction ni restriction. Pour reprendre Homer, la santé, c'est un esprit sain dans un corps sain et il n'existe point pour l'homme de bien plus précieux que sa santé. Sergeant Ngunu, you said it all, but let me add that health is wealth. And if the Cameroon Defense Forces, a crossroad of profession, stands tall in all the different specialties you can imagine, it's thanks to the continuous amelioration and perfection of its workforce, which are usually trained in a regular manner on diversified field of specialties, both at the technical or tactical level of specialization. À quelques encablures de l'hôpital militaire de Yaoundé se trouve un autre lieu où des militaires formés dans des spécialités des sciences juridiques s'exercent. Le lieu, le tribunal militaire de Yaoundé. Ici, greffiers, magistrats, substituts, recrutés parmi le personnel non officier et le personnel officier, travaillent en étroite collaboration. Notre reporter, le sergent François Ntap, a pu se faire une place dans un milieu où la loi règne en maître. Écoutons son reportage. Au tribunal militaire de Yaoundé, le quotidien est meublé par une forte activité de magistrats et greffiers sous serment. Leur mission est de restaurer le droit face à toute procédure qui pourrait se présenter à eux. Issus des écoles spécialisées, ils ont pu acquérir toutes les connaissances requises pour l'exercice de leurs fonctions. Le greffe qui nous intéresse particulièrement est une spécialité dont l'enseignement peut être dispensé à tout militaire répondant aux critères requis afin de lui assurer une carrière dans ce domaine bien particulier dont la matière première est le droit. Ces produits forgés dans le bon moule et dans le respect des normes du métier abattent au quotidien un travail de titan sur le terrain. L'adjudant-chef Dogmore Roger, greffier d'instruction au tribunal militaire de Yaoundé. Au quotidien, nous, greffiers d'instruction, nous sommes chargés d'assister le juge avant, pendant et après l'information judiciaire. Nous apprêtons des convocations, on assiste le juge dans la saisie, après on met le dossier en état. Je suis un pur produit du 6 ans et j'ai suivi successivement le CAT1, CAT2, BS1 et le BS2. La hiérarchie est satisfaite de ce que nous fournissons comme rendement. Déjà, au niveau de l'école, nous avons des instructeurs de niveau qui nous transmettent les différentes leçons. Et nous-mêmes sur le terrain, il y a des jeunes qui arrivent, on montre ce qu'ils doivent faire, on doit servir comme modèle. Dans le même sillage, l'adjudant Kanemban Simon, un autre produit du centre d'instruction des spécialistes des armées. De prime abord, je suis nommé greffier d'instruction. Bon, compte tenu du volume de travail, il était question
que je me rabatte aux affaires pénales. Lequel bureau j'ai longtemps servi déjà comme simple agent d'exécution. Aujourd'hui, j'ai eu la confiance de la hiérarchie pour assumer les fonctions de chef de bureau. Le greffier a plusieurs tâches. Nous sommes beaucoup plus chargés de l'ouverture des dossiers de procédure. Nous sommes chargés de l'enrôlement des dossiers. Nous sommes également chargés, entre autres, des diligences demandées au tribunal et des diligences que les juridictions extérieures sollicitent. En même temps, nous travaillons en collaboration avec des huissiers et des avocats. C'est à peu près notre quotidien. Comme eux, plusieurs autres qui se trouvent partout sur l'étendue du territoire national sont des produits de nos centres d'instruction et écoles de formation qui se présentent au fil du temps comme des moulins à professionnels qui ont la pleine maîtrise de leur art et font ainsi au quotidien la fierté de leur hiérarchie. Away from the needles and syringes, let's move to the Lord Chamber, where justice is being rendered as he who comes to equity must come with clean hands. As we make a safe landing at the Yaoundé Military Court, where Melo Shari Fese Wopeya took interest on the day-to-day activity of court clerks within the defense forces. For the military provides job and makes sure that the personnel derive satisfaction in the process. Over the time, what has characterized the military man is the positioning and accuracy in which he can use his gun. Little does the world know or even believe that the army has amongst them professors, tailors, carpenters or court clerks. Therefore, to break these concepts, the hierarchy in the defense forces has made it a point of duty that with the evolvement not only in technology but intellectual know-how, their personnel be built intellectually by acquiring the necessary knowledge before exercising in professional life and where they are called up to work. The exercises vary depending on where the personnel have been sent. Particular interest here goes to the court clerks who work at the military tribunal and the Department of Military Justice within the Ministry of Defense. For sure, they do have so much to handle on their daily routine. It usually ranges from creating calendars of cases to be called to preparing and distributing court orders, sentencing information, as well as court summons. All these they do is to facilitate the judge's work and for traceability in the cases they have had to deal with on a daily basis. Also, in the practice of their day-to-day activity, they work hand in glove with bailiffs and lawyers to be able to execute their mission in the right ways and to ease every judicial process passing through the tribunal. Interest may crop up at this level in so many minds as per where they acquire the knowledge, and if they are apt and fit, it's an obvious yes, as some of them have been trained at the National School of Administration and Magistracy, abbreviated ENAM, while others have a complete and in-depth training at the Center for the Training of Military Specialists, CESAR, in Yaoundé. With courses in law and a mastery of the penal code, while some have had continuous training from Stage 1 and 2 certificates and the advanced diploma Stage 1 and 2. All these constitute the package that builds a court clerk working with the defense forces. On l'aura donc compris, la professionnalisation au sein des forces de défense, loin d'être un vœu pieux, est devenue une réalité au sein des administrations et des structures déconcentrées du ministère de la Défense. Depuis le début des années 2000, avec la signature des 21 décrets par le chef de l'État, chef des armées Paul Biya, une nouvelle manière de gérer les ressources humaines a vu le jour. L'armée camerounaise est ainsi passée d'une armée ordinaire à une armée de métier. Et vous dites, Melika Obama, que ces réformes ont abouti à des résultats probants sur le terrain. L'année 2001 marque un tournant décisif au sein des forces de défense. C'est au cours de cette année, en effet, que seront signés les textes qui feront sortir les fonds baptismaux la professionnalisation du militaire au Cameroun. Longtemps évoquée par une frange de l'opinion publique et jusqu'ici appliquée de manière approximative, cette notion va connaître des mutations profondes. La raison de ce revirement réside dans les nouveaux enjeux imposés par le contexte géopolitique et géostratégique de l'heure et qui a évolué au fil du temps. De nos jours,
Il est surtout caractérisé par des menaces de plusieurs formes, à savoir le terrorisme dans la région de l'extrême nord, la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et bien d'autres. L'Organisation de la défense et de la sécurité se devait donc de connaître une transformation importante pour répondre efficacement aux nouvelles exigences de l'environnement géopolitique. La professionnalisation du militaire a pour but de maintenir au sein des forces de défense des personnels dont l'aptitude physique et intellectuelle permet d'assurer les missions qui leur reviennent avec un maximum d'efficacité comme un outil en mouvement. Cette entreprise viendra affirmer un projet ainsi lancé pour une adaptation du commandement aux exigences contemporaines qui se traduit par le redimensionnement de l'administration centrale, le renforcement des états-majors centraux et le redéploiement du commandement militaire territorial, dans le but de générer une efficacité globale des forces et de maintenir une capacité de réaction en cas de crise. C'est dans cette optique que les écoles ont vu le jour pour répondre aux nouvelles exigences. Nous avons le Centre d'instruction des spécialistes des armées et l'école de logistique pour ne citer que celle-là. Depuis 2001, les forces de défense s'inscrivent dans la modernisation avec cette mutation dans la professionnalisation. Celle-ci met un point d'honneur au renforcement et à la spécialisation de la formation. La professionnalisation de l'armée est fixée sur un modèle de fabrication des ressources humaines dont l'unique perspective converge vers leur emploi efficient axé sur la base d'une idéologie. De ce fait, un accent est mis sur la formation des officiers, qui devront mettre en pratique la coloration d'une armée moderne à travers les valeurs physiques, morales et intellectuelles. Auparavant difficile à cerner, la réforme initiée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya en 2001, trouve un sens de nos jours face aux menaces protéiformes que connaît le Cameroun. Ce processus de modernisation des forces de défense donne des outils appropriés de succès et une culture permanente de l'adaptation stratégique et opérationnelle. If you're just tuning in, you're not mistaken, for the program on air is Honor et Fidélité. If the Cameroon Defense Forces can chest beat of excelling in her missions time and again, this thanks to the professionalism of the forces. Professionalism in the Cameroon Defense Forces happens to be one of the pillars of the 2001 reforms, a turning point, no doubt, in the history of all the army. In the following write-up, Senior Warrant Officer Emmanuel Tata Wolowa expounds on the importance of professionalism in the Cameroon Defense Forces. Staff Sergeant, I'm of the school of thought that no one will teach you how to act but schools to give you an environment to make mistakes, to learn techniques, and to learn professionalism. This therefore implies that training remains the guarantee for any operational army. Each unit should be specialized in a particular area as provided for by the 2001 instruments. Such structuring of the armed forces through their training for specific missions is already a reality in some corps. Thus, the Air Force staff is composed of the air squadrons, who are themselves made up of specialized squadrons, which include, amongst others, the Reconnaissance Squadron, Fighter Squadron, Transport Squadrons, Liaison and Observation Squadrons. Surface forces are not left out, as they also have specialized units. In the Army, the Combined Arms Battalion that became the Motorized Infantry Battalion records such specialization. Therefore, support units are specialized with the air-to-field artillery, that is RASA, which is based in Edea, and the field-to-field artillery RAS in Kongsamba. The country, which is segmented into combined military regions composed of specialized brigades, hence the Headquarters Brigade, the Rapid Intervention Brigade, the Motorized Infantry Brigades, and support regiments were set up in accordance with Decree number 2001/183. This restructuring also covers some areas of the defense forces, including the military health. Professionalization should give way to increased autonomy in the management of technical corps. Thus, military health and justice, for instance, could turn out to be full-fledged corps.
I bow by stressing that I don't want to see the military falling. I want to see the military rising to dignified heights of professionalism and true patriotism. Dans le même ordre d'idées, la gestion des ressources humaines se décline en de multiples tâches, notamment dans les recrutements, la définition des postes, la gestion des carrières ainsi que la formation, pour ne citer que ces tâches-là. Une fonction qui consiste, entre autres, à répartir le personnel à des différents niveaux de hiérarchie ou de qualification. Au ministère de la Défense, ce rôle incombe à la direction des ressources humaines, coiffé par le colonel Sanjo Tedui Roger, le directeur des ressources humaines, qui accorde en ce moment même dans ses locaux un entretien axé sur des problématiques telles que les modes de recrutement au ministère de la Défense, les profils de carrière, la répartition des militaires dans les différents corps, entre autres. Entretien mené par l'adjudant-chef Gervais Bechem. Bon après-midi, mon adjudant-chef. Bon après-midi, mon lieutenant. Nous sommes justement accompagnés du colonel Sanjo Tedui Roger, le directeur des ressources humaines. Avec lui, nous allons parler de la politique de recrutement ainsi que les profils de carrière des diverses catégories de personnel, à savoir les officiers, les sous-officiers et les militaires du rang. Tout ceci dans l'optique d'éclairer la lanterne des jeunes désireux de faire carrière dans les forces de défense. Colonel Sanjo Tedui Roger, bon après-midi et merci de nous recevoir. Bon après-midi. Faudrait-il le rappeler, vous êtes le directeur des ressources humaines. Peut-on avoir une idée de la structure dont vous avez la charge, mon colonel? Je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez en ce jour de m'exprimer sur la délicate question de la gestion des ressources humaines au sein du ministère de la Défense et plus particulièrement sur des questions liées à la procédure de recrutement au sein des forces de défense. Pour ce qui est votre question précise en guise d'introduction, je pourrais vous dire que la direction des ressources humaines est chargée de la gestion des personnels civils et militaires de la gendarmerie et des armées, en liaison avec les services compétents de la gendarmerie, de l'état-major des armées, de l'état-major de l'armée des terres, de l'état-major de l'armée de l'air, de l'état-major de la marine et bien sûr du commandement du Corps national des sapeurs-pompiers. À ce titre donc, la direction des ressources humaines DRH est chargée de gérer les problèmes généraux de recrutement, des relations avec le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Vous comprendrez aisément qu'ici il s'agit spécifiquement du problème des personnels civils, en ce qui est des termes de leur contractualisation, de la gestion de leur carrière. Tout à fait. Et plus tard des problèmes relatifs à la mobilisation, pour revenir au personnel militaire bien entendu, de la tenue du fichier national de défense, du suivi de la formation initiale et de la formation continue des personnels militaires. Ces composantes mises en place dans le cadre de la modernisation des forces de défense restent pertinentes de par leur objet respectif. Leur mode de fonctionnement reste sans doute à l'origine de certains écarts observés en matière de gestion des ressources humaines. Je voudrais que vous compreniez ici que la GRH, la gestion des ressources humaines, est une matière essentiellement délicate, aussi bien dans les structures civiles et encore plus même d'ailleurs dans les forces de défense, surtout en cette période de crise socio-sécuritaire et politique que nous observons actuellement. En matière de recrutement, plus spécifiquement, la DRH est chargée de l'élaboration des correspondances et textes officiels relatifs à l'organisation des recrutements, des concours ou des sélections pour les stages de formation
initiale à l'intérieur ou à l'étranger, de la réception, de l'étude et de la sélection des dossiers de candidature pour l'admission dans les écoles de formation initiale nationales ou étrangères d'officiers et de sous-officiers. Sur ce point, je vous dis, on reçoit régulièrement de nombreuses offres de nos partenaires multinationaux en ce qui concerne donc la formation initiale des personnels officiers et sous-officiers. Bien sûr, il y aura exception faite du CIESO, c'est-à-dire le centre d'instruction des élèves sous-officiers, pour lequel ce rôle est délégué au secteur militaire et légion de gendarmerie. Sur cette question spécifique donc de présentation et le fait d'aborder cette question de recrutement, je voudrais vous dire que dans ses prérogatives, la direction des ressources humaines est également chargée de la prise en compte administrative des personnels en cours de recrutement, c'est-à-dire leur immatriculation, la signature des contrats et puis, bien entendu, leur prise en solde en liaison avec la direction du commissariat interarmé. Comment se décline la politique de recrutement au sein du ministère de la Défense? La politique de recrutement au ministère de la Défense est définie par le président de la République. Elle est mise en œuvre par le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense. En effet, la politique de recrutement a pour but de fournir aux forces de défense le personnel approprié pour réaliser le tableau des effectifs et des dotations, ce qu'on appelle autrement le plan d'armement, permettant d'accomplir les missions assignées en vue d'atteindre les objectifs opérationnels fixés. Cette politique est conduite sur le plan pratique, bien entendu, par le directeur des ressources humaines, en liaison avec les autres services, tels que les services compétents de la gendarmerie nationale, de l'état-major des armées, des états-majors centraux et du corps national des sapeurs-pompiers. Parlant justement des grands principes du recrutement, mon colonel, quels sont les types, les modes et les critères de recrutement ici au ministère de la Défense? Il nous souvient tous bien entendu, qu'en signant les 21 textes de juillet 2001, ce qu'on a appelé la réforme des forces de défense, le chef de l'État, chef des forces armées, a prescrit des grands principes tels que la professionnalisation, la modernisation, le rajeunissement et même la féminisation des forces de défense. La finalité de ces grandes réformes est bien entendu une gestion moderne et efficiente de la ressource humaine. Vous comprendrez donc aisément que les types, les modes et les critères de recrutement sont définis en tenant compte de ce balisage opéré par le chef de l'État. De manière globale, voilà le grand principe et les déclinaisons que je peux vous donner sur le recrutement au sein des forces de défense. Quel est le profil de carrière d'un élève officier, d'un élève sous-officier et une recrue? Partons de l'origine en disant, c'est une précision, que tout jeune Camerounais, homme ou femme de bonne moralité et en bonne santé physique et mentale, désireux de faire carrière dans les forces de défense camerounaises, peut s'engager à travers soit le recrutement ordinaire, soit un recrutement spécial, obéissant cette fois-ci à un besoin ponctuel et spécifique avec des règles dérogatoires au recrutement ordinaire. Je citerai à titre d'exemple ici quelques recrutements qu'on a eu à faire dans les années récentes, de recrutement dans le génie militaire, de recrutement des musiciens, de recrutement des personnels de santé. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, que c'est des recrutements qui peuvent se faire en obéissant à des besoins ponctuels et spécifiques, avec certainement des règles dérogatoires d'âge et même de spécialité. Tout à fait. En fonction de leur niveau scolaire, les jeunes ainsi recrutés sont admis dans un centre d'instruction, une école de formation des sous-officiers, ou alors dans une école de formation des officiers. Vous m'avez parlé de profil. Je peux vous dire simplement que les forces de défense offrent de très belles perspectives de carrière. Que ces jeunes gens soient recrues, élèves sous-officiers ou élèves officiers, les jeunes engagés disposent d'un éventail d'offres de formation aussi bien diverses que variées, leur permettant de choisir leur arme ou spécialité, puis de s'épanouir dans ce choix tout au long de leur carrière. En tenant compte bien sûr des variables aussi bien objectives que subjectives, qui permettent à chaque individu de pouvoir mettre en œuvre ses talents et bien sûr se distinguer et se démarquer des autres éventuels acteurs au sein du ministère de la Défense. Comment s'opère la répartition dans les différents corps au niveau de chaque catégorie de personnel? Sur le plan purement légal, je vous dirais qu'il n'existe pas de texte qui fixe des quotas. Mais je dirais simplement qu'en dehors de la gendarmerie où le choix est opéré depuis le dépôt des dossiers, les autres armées recrutent et forment le reste du contingent sans tenir compte du choix du corps. C'est simplement à l'issue de la formation commune de base dans les centres d'instruction
et sans destruction des élèves sous-officiers bien entendu, que les affectations se font dans l'un des 3 corps, que ce soit l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine nationale, suivant une logique de quota définie, cette fois-ci, et de manière ponctuelle par le chef d'état-major des armées, bien entendu. Pour le compte de l'EMIA, par exemple, cette répartition en ce qui concerne les élèves officiers se fait à l'occasion de ce qu'on appelle un amphicorps, où le choix est opéré en tenant compte des désirata de l'élève officier d'actif et de son classement, bien entendu, par rapport à ses autres collègues. Quelles sont les perspectives d'avenir en termes d'amélioration de la politique de recrutement au ministère de la Défense? Il faut le rappeler, la politique de recrutement dans les forces de défense, comme je l'ai dit plus haut, est définie par le chef de l'État, chef des forces armées. Dans sa mise en œuvre, le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, à travers la chaîne de conduite des opérations de recrutement, ne ménage aucun effort pour réaliser des recrutements de qualité, malgré des pesanteurs liées quelquefois, et surtout même d'ailleurs aux contraintes budgétaires. On aura l'exemple de recrutement en cours. On a dû passer 2 années en chevauchant un peu les exercices budgétaires, mais on est arrivé à nos fins. Toujours en termes de perspective, des travaux d'évaluation de la politique de recrutement auxquels s'adosse, il faut le comprendre, une planification objective sont en cours. La finalité étant à terme d'identifier les variables vraiment déterminantes à l'engagement opérationnel des troupes, d'une part, et à la spécialisation plus marquée des personnels, d'autre part. Colonel Sandio Tédué Roger, merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie de cette opportunité que vous m'avez donnée de m'exprimer. Fraternity Page. Fraternité d'art. Exit les 7e Jeux mondiaux militaires de Wuhan en Chine, près d'une semaine après la clôture de ces Jeux qui mettaient en valeur l'amitié et la culture. L'heure est au bilan. Sur la centaine de pays représentés, c'est la Chine qui a pu se hisser au sommet du podium. Retour sur une compétition riche en médailles, adjudant Alexandre Mpeli. Les Jeux auront duré 10 jours au total, 10 journées au cours desquelles plus de 9300 athlètes militaires de 110 pays ont rivalisé d'adresse dans 27 compétitions. Au total, 329 médailles d'or ont été récoltées. Au final, la Chine arrive en tête du classement avec 239 médailles, dont 133 médailles d'or, 64 médailles d'argent et 42 de bronze. La Russie, elle, occupe la 2e place avec 161 médailles, tandis que le Brésil, la France, la Pologne occupent respectivement les 3e, 4e et 5e places. Lors de cette compétition qui correspond aux Jeux olympiques militaires, les athlètes militaires camerounais ont participé à 6 disciplines: le football, le taekwondo, la lutte, le judo, la boxe et l'athlétisme. Le directeur des sports et des activités culturelles et artistiques, le lieutenant-colonel Aboui Véronique Hortense, dresse ici le bilan de la participation des militaires camerounais. Mission terminée et bien terminée. Bien terminée, pour moi, voudrait dire que au-delà des médailles qu'il y avait, nos athlètes, pour la plupart, ont amélioré leur performance. Ils ont battu leur propre record. Il ne faut pas seulement regarder les médailles. En ce qui concerne le football, on a été éliminé au premier tour à des petites choses prêtes. L'équipe est bien, on va peaufiner parce que c'était un passage d'expérience par rapport à la Coupe du Monde. Et je crois que l'expérience acquise va permettre à l'encadrement maintenant de mieux préparer l'équipe pour la Coupe du Monde. Cet événement majeur, dont la devise est l'amitié à travers le sport, prôné par le Conseil international du sport militaire, a véritablement permis aux militaires du monde entier de communiquer et d'échanger dans un esprit du fair play. Le président du Conseil international du sport militaire, le colonel Hervé Pirissillo, a profité pour jeter un regard sur la Coupe du monde féminine militaire que le Cameroun abritera en 2020. Je dirais, Son Excellence, merci. Merci de votre engagement politique pour soutenir cet événement militaire et sportif. Le Cameroun aime le football. Le Cameroun aime son armée. Donc il était évident qu'une Coupe du Monde ait lieu au Cameroun. Mais ce qui est d'autant plus remarquable, historique, c'est que ce sera la première Coupe du Monde féminine en Afrique. Et donc, personnellement, j'en suis très satisfait.
Et je peux vous assurer que les premiers rapports sont des rapports d'excellence. Toutes les conditions sont réunies pour faire de cette Coupe du Monde féminine militaire un moment de partage et de fraternité et surtout un grand moment pour le Cameroun. Un bilan plus que satisfaisant, même si nos athlètes n'ont pas glané de médailles. Et puis, cet avis de décès qui nous arrive à l'instant, c'est avec vous, sergent Ngounou. Le colonel Ntiam Miché, le capitaine Zibi Etienne Collins, l'adjudant Zorm Bissot Patrice Aïbolova, l'adjudant Abontom Léonie à Yaoundé, le maréchal des logis Bisson Thiam Karel à Douala ont le regret d'annoncer aux amis connaissances et frères d'armes le décès de leur frère, oncle et père, le colonel à la retraite Zibi Etienne Léopold, décès survenu le dimanche 27 octobre 2019 à l'hôpital général de Yaoundé des suites d'une longue maladie. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Well, ladies and gentlemen, it's on this note that we draw the curtains for today. But before we part ways, a recap of the main stories. Today, we brought to you echoes of the audience granted by the Minister Delegate at the President in charge of Defense to the Lake Chad Basin Commission delegation headed by its Executive Secretary, Nigerian-born Maman Nuhu. We also looked at what professionalism is all about and how it is being implemented in the defense forces, not leaving out the exclusive interview with the Director of Human Resources in the Ministry of Defense on human resource management in the Ministry of Defense. Thanks for being in our company. As a food for thought, let me leave you with these words of wisdom. Harsh words come from loose lips, but kind words come from a tamed tongue. Kindness will get you a long way in life. So, remember to always be kind. Shalom. Montage et mixage, sergent-chef Ziki. Réalisation, adjudant Mac Magiag, Luc. Relecture, capitaine Ngeli Marie-Laure, enseigne de vaisseau de première classe Mbende Emmanuel. Au microphone, Staff Sergeant Eno Mbe Asek. Et moi, le sous-lieutenant Etemé Ebalé Georges. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette édition de votre magazine bilingue Honneur et Fidélité. Bon week-end et à samedi prochain pour de nouvelles aventures radiophoniques sur cette antenne.